Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du réel. Masterclass de Olivier Zabat, animé par Caroline Zéo, dans le cadre de Réel Université. Bonjour bonjour ou rebonjour. Rebonjour pour tous ceux qui étaient là ce matin, tous ceux et celles qui ont participé à la matinée Réel Université, et puis bonjour à tous les autres qui nous rejoignent. Je ne sais pas si vous étiez majoritairement tous présents pour la séance juste avant de Argument, ou si vous avez vu le film. On va commencer par ce film-là. Donc en tout cas, on est très heureux d'amorcer la rétrospective d'Olivier Zabat avec cette masterclass et cette projection. Donc, vous allez pouvoir voir tous ces films, ou presque, puisque demain, il y a une journée de mobilisation qui va interrompre ou suspendre le programme. Mais en tout cas, vous allez avoir la chance de pouvoir parcourir son œuvre, et c'est un honneur pour moi et un plaisir d'ouvrir ce parcours avec cette discussion. On va commencer avec Argument, qui est un film qui suscite beaucoup de choses. Enfin, on peut en parler très longtemps. Je pense qu'il y a énormément à en dire. Je pense chaque fois qu'on le voit, on redécouvre des choses, et c'est quand même aussi un film qui recèle une forme de mystère. Enfin, voilà, qui à la fois le mystère de sa fabrication qui va nous intéresser, mais aussi le mystère de la vie de cette communauté. Je voulais juste dire quelques mots, puisqu'on introduit la rétrospective, qui s'appelle qui rentre dans un ensemble que le festival a intitulé le monde autre. Et c'est vrai que Argument, comme les autres films de Olivier Zabat, expose un monde autre, parce qu'il se construit sur le refus d'approcher les personnes, les participants au film, les personnages, en ayant recours à des explications ou à des légitimations de quelque sorte que ce soit, et qu'il emploie les moyens propres du cinéma pour aller à la rencontre de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont, ces personnes, sans jugement préalable. Et le film donc devient un espace où la mise en scène déploie une conception alternative de la démocratie, élaborée à même le tournage, et qui permet un déplacement, voire même une inversion des valeurs auxquelles ces personnes sont habituellement associées. Par exemple, ici, le psychotique peut devenir soignant, et la psychiatrie devient une fiction qui leur est imposée. C'est donc la création d'un espace d'expression pour chaque personnage qui met l'ordre établi, la loi, la norme, le diagnostic, à la marge. Et en cela, c'est un cinéma profondément politique. Et donc, c'est les outils de ce cinéma politique sont nombreux. Ils constituent une sorte de système, en tout cas de méthode qui est assez passionnante, surtout à examiner d'un film à l'autre. Donc, ce qui va être votre chance à partir d'aujourd'hui. Et ça met en œuvre certains principes, en tout cas moi qui me sont chers, dans cette conception politique du cinéma. Le premier, c'est la confrontation, vraiment l'idée de la confrontation qui précède toute autre chose, qui est... il n'y a pas véritablement d'écriture au sens scénaristique, en tout cas, certainement pas. Et la confrontation est un préalable, essentiel. Donc on va y revenir. Et aussi l'idée de la scène. Et ça, c'est une chose sur laquelle, c'est la première chose que tu m'as dite quand on a commencé à discuter, que tu travailles à partir de la scène comme entité et non du plan. Et donc, on va redévelopper cette idée, mais la scène comme un espace, justement, qui va permettre le déploiement, l'expression, la complexité, tout un tas d'éléments qui sont effectivement éminemment politiques. Et puis, ça débouche sur un espace aussi d'autoreprésentation pour ces personnes. Et là aussi, il y a une dimension politique qui me semble importante. Mais bien sûr, on pourra parler de plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est trois choses qui m'intéressent particulièrement. Mais vas-y, s'il te plaît. Oui.
Avant tout, est-ce que vous avez des petites remarques ou, comme ça sur le vif épidermique avant qu'on commence? À propos du film, est-ce que vous voulez commencer par réagir sur le film avant encore? Vous pourrez le faire aussi ensuite, hein, mais c'est vrai que... Juste pour savoir s'il y a des choses qui nous sont laissées en suspens, qu'on puisse les régler tout de suite ou les prendre en compte tout de suite. Voilà. Mais sinon, on peut démarrer. Moi, je veux dire, c'est vrai que la question de la scène est quelque chose qui me paraît fondamental. Je crois que parmi vous, il y a beaucoup d'étudiants en cinéma. Donc je pense qu'on peut aborder ces notions-là. Et évidemment, la question de la scène contient la question du plan séquence aussi, qui peut être considéré comme une scène. Mais je veux dire, c'est vrai qu'en termes de mise en œuvre documentaire, je travaille toujours dans une relation performative où on cherche une issue à une situation filmée. Pour ça, évidemment, il y a les moyens techniques et classiques du cinéma, les figures classiques du cinéma qui sont à l'œuvre, en l'occurrence le chant, contre-chant, et des choses très simples. Je ne sais pas si ça... Oui, on va y revenir à cette idée de la scène, je pense que c'est très, très important. Est-ce qu'il y a des remarques, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que vous avez envie qu'on amorce la discussion sur argument à partir d'une question que vous auriez? Mais sinon, on peut commencer tout simplement pour savoir comment t'en es venu à filmer ce lieu, ces personnes, cette communauté. Qu'est-ce qui t'a mené là? Parce qu'il y a toujours quand même aussi une idée au départ et puis une rencontre. Donc c'était quoi cette rencontre entre les deux? Alors là, je vais être obligé de faire un tout petit aparté biographique qui pose, je pense, qui devient le paradigme du film. Je le répète souvent quand on me demande le pourquoi du film. En fait, c'est un ami qui est dans un film qui fait partie de Feding, qui m'a parlé d'une amie à lui, donc qui est un participant à un de mes films, qui m'a parlé d'une amie à lui qui vivait dans son quartier et qui, du jour au lendemain, s'est mariée et, après son mariage, a eu une conversion religieuse. Et après quelques temps, cette personne s'est mise à entendre, à avoir des présences via Internet, via les médias, par les prises électriques, surtout dans les séries sur Internet, ou tous les films sur Internet. Donc elle voyait des messages qui lui étaient adressés et qui étaient adressés sous une modalité très particulière. Elle voyait, de ce qu'elle a pu m'en dire, parce qu'elle comprenait très très mal la situation qu'elle vivait, elle pensait que c'était une vengeance de hacker chrétien qui lui faisait payer sa conversion à l'islam. Donc elle en était arrivée à ne plus rester chez elle et finalement à se trouver à la rue parce que son environnement domestique était hostile. J'ai essayé de travailler avec cette personne tout de suite et immédiatement ça pose un certain nombre de questions qui rejoignent immédiatement la question cinématographique. Évidemment, la question éthique, la question de la situation de la personne, la question de la fragilité, la question de la faisabilité aussi, et la question de la singularité, qui sont des points qui me paraissent fondamentaux. Surtout que je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même une tendance au documentaire à parler de la singularité de la relation avec le sujet. Dans ce cas-là, je me souviens je ne veux pas citer de nom, mais je me souviens comment on pourrait dire, d'une discussion assez musclée avec un financeur qui me disait: ce qui est beau dans ton projet, c'est la beauté de la relation avec cette personne que tu vas faire. Et moi, je lui disais: non, c'est pas ça le problème, c'est des filles comme Julia, puisque cette fille s'appelait Julia, on en voit à chaque coin de rue, et c'est pas la question de la singularité, de la beauté de la relation du cinéaste, dont on se fout réellement, mais c'est quel est ce phénomène qu'on voit dans la ville, et comment ce phénomène urbain ou périurbain, ou même qui peut arriver n'importe où, dans les campagnes, n'importe où, comment on le prend en charge. Alors pour ça, il y avait plusieurs raisons. Une fille comme Julia était dans un moment de
telle incompréhension de ce qui lui arrivait qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans la perspective du film. Et le principal enjeu était se poser directement parce que sur la question du son, parce que l'une de ses grandes phobies était qu'elle était persuadée qu'il y avait chez elle ce qu'elle appelait des mouchards, c'est-à-dire des micros qui l'enregistraient. Donc immédiatement, il y a quelque chose qui se place comme un enjeu cinématographique, c'est-à-dire si on fait le portrait, si on décide de faire un portrait d'une personne qui a cette singularité-là, finalement, il y a le paradoxe immédiat qui se pose, qui est comment on va utiliser des micros et comment on va intégrer les micros, qui est sa principale, entre guillemets, j'aime pas ces mots, mais qui était sa principale source d'effroi. Voilà. Donc, quelque part, on rentre dans le cinéma dans la non-faisabilité et l'impossibilité même du dispositif cinématographique. Et donc, ça a été impossible, tu n'as pas pu le faire. Et c'est Rufus, la personne qui est dans l'argument qui t'avait parlé de cette femme ? Non, c'est juste, c'est une question de voisinage. Hein, c'est le petit jeune de okay. Fedding. Voilà, c'est une question de quartier. Donc, d'accord. Voilà. Donc c'est la première chose qui s'est posée, c'est effectivement ça, c'est-à-dire comment se fait, comment une relation, comment l'impossibilité finalement devient l'ontologie du portrait dans ce cas-là, l'impossibilité de mettre un micro. Et c'est vrai que j'ai fait des tests où progressivement, avec Julia, j'ai intégré des micros en lui expliquant ça, c'est un micro petit qui prend ça, qui prend tel son, puis un plus gros et ainsi de suite. Mais la peur des micros était trop forte et du coup, elle s'est un peu rétractée. Mais donc c'est à partir de ça que tu as glissé vers c'est Intervoice, c'est ça ? Oui, c'est à partir de ça et de ce refus aussi de la mise en exhibition d'une relation singulière dans un film, voilà, qui posait plusieurs choses, c'est-à-dire que quelque part, vous me dites si je m'emballe ou si je vais trop vite. La question, comment je pourrais dire ? Il y a une question binaire qui se pose dans un cas de figure comme avec Julia et qui se poserait avec n'importe quelle personne qu'on voit dans la rue, dans un état qu'on pourrait considérer comme anormal ou comme étrange ou qu'on pourrait qualifier de psychose ou de folie ou de schizophrénie ou des gens qu'on voit. Et cette chose-là, elle est à prendre d'une manière très binaire. Est-ce que la personne, je la filme dans un cadre hospitalier ? Et dans ce cas-là, il y a l'encadrement médical qui validerait que je puisse poser un point de vue sur une pathologie, ou est-ce que la personne est dans le domaine public, civil, quelque part. Et dans ce cas-là, la question de l'approche de la folie par l'angle médical devient une faute éthique, d'après moi. C'est-à-dire que je n'ai aucune compétence pour parler de médecine, même pour en avoir un point de vue. Et c'est vrai que la folie a cette particularité je crois aussi, d'exacerber une forme d'imaginaire qui nous fait oublier qu'on a affaire soit à un phénomène qu'on doit prendre comme un phénomène de singularité, soit comme un phénomène de l'ordre de la pathologie. Et dans ce cas-là, c'est un registre autre. Voilà. D'accord. Et donc là, tu as découvert ce groupe ? Voilà. Après, c'est des questions très pratiques, c'est-à-dire comment on ne peut pas se référer uniquement à une personne, aussi pour des raisons qui peuvent paraître très triviales, mais une personne peut décéder, peut changer d'avis, peut aussi ne pas amener le film à son terme. Mais la question du collectif était celle qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire comment finalement ces êtres, ces personnes qu'on croise et sur lesquelles on met très vite des étiquettes, comment finalement comment
on approche ce phénomène. Et je parle de phénomène effectivement plus de pathologie parce que c'est ce que j'ai compris par différentes personnes que j'ai rencontrées. Donc ça veut dire que pour ça, je suis allé dans pas mal d'endroits, notamment les groupes d'entendeurs de voix. Je suis allé au Québec, j'ai eu affaire au monde anglo-saxon. Et il y a ce mouvement qui s'appelle Intervoice, qui est un mouvement international, qui a été lancé en 87 ou 88, qui est une très belle histoire, qui est bizarrement, c'est un psychiatre et sa femme, Marius Rom, et j'ai un trou de mémoire, et Sandra Escher, qui est un couple donc, de psychiatres. Lui était psychiatre et elle journaliste. Et en 88, ils ont eu une petite fenêtre dans un talk show à la télévision de 5 minutes. Et ils ont fait un appel en disant, voilà, s'il y a des personnes qui entendent des voix, vous pouvez vous manifester auprès de nous. Et il y a eu un raz-de-marée de personnes qui se sont manifestées. Ça se passait en Hollande, donc ils ont reçu des milliers de témoignages de personnes qui entendaient des voix et qui se sont rapprochées d'eux. Ce qui a commencé à conglomérer quelque part un network international qui s'est développé et qui prend, à mon sens, une force politique extrêmement puissante, dans le sens d'une capacité qu'a ce groupe qui s'est déployé comme protéiforme et surtout comme se reformulant de toutes les façons possibles, fait que ça devient une force politique qui s'étend. Avec cette chose qui est très belle, qui dit qu'en gros, l'entente de voix fait partie de la diversité des expériences humaines et n'est pas un symptôme. Donc on est dans quelque chose où effectivement on rentre dans la question de la voix, de ce qu'on considère comme un symptôme qui par la psychiatrie, et je ne vais pas aller très loin dans la question de la psychiatrie, mais qui est banni dans le sens où écouter les voix, donner une attention aux voix et serait supposément alimenterait le délire. Alors qu'eux considèrent que ce n'est pas du délire, mais que ce sont des phénomènes qui sont dus à certains événements qui sont évoqués dans le film en filigrane, beaucoup de traumatismes, et dont ils sont les principaux experts, quelque part. Ouais. Et donc là, à cet endroit de la matérialisation des voix, donc pour leur donner une existence avec laquelle il faut vivre, avec laquelle on va s'organiser, il y a une convergence entre les expérimentations qui sont celles de ces groupes, en tout cas de celles qu'on voit, de celui qu'on voit dans le film autour de Ron Coleman, et le cinéma, c'est-à-dire ce que le cinéma va pouvoir permettre d'expérimenter. Alors effectivement, là, avec quelque chose d'assez passionnant sur le plan sonore, c'est-à-dire de l'expérimentation sonore. Et ici, c'est Julien, c'est ça, Thomas, pardon, qui a travaillé au son sur le film. Donc, on aura peut-être recours à tes lumières pour alimenter la conversation. Donc, une expérience qui est un peu mystérieuse pour le spectateur novice, mais dont on voit que voilà, il y a quelque chose d'une convergence entre l'aptitude à l'expérimentation qui est celle de cette communauté, donc qui cherche des solutions par elle-même pour vivre avec la psychose, hein, si on peut donner ce nom-là, mais même tout en sachant qu'il faut s'en méfier, que voilà, on le prend pas sous un angle médical, mais enfin, lui il dit psychotique et fier de l'être quand même. Oui, oui. Donc je m'autorise. C'est un acte militant, effectivement. Voilà, c'est la revendication de la psychose. Voilà. Et donc le travail de cinéma, et c'est là donc où il y a la rencontre, des deux expériences se matérialise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc sur Déjà, je vais parler du rencontre. fait du caractère international, voire mondial du mouvement Intervoice, qui finalement est quelque chose d'impossible à embrasser
pour un cinéaste. C'est-à-dire que traiter d'un mouvement international, c'est le minimiser, c'est le ramener à l'état de sujet, quelque part, d'un simple sujet comme ça. Moi, j'ai décidé de travailler avec Ron après avoir rencontré différentes personnes qui avaient différentes approches, parce que Ron avait aussi une forme d'indépendance par rapport au mouvement Intervoice, et parce qu'il avait une approche aussi politique qui, quelque part, dans laquelle on se sentait confortable l'un et l'autre. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, de la question de la connaissance d'un phénomène, de l'apparition d'un phénomène au sens le plus large, excusez-moi, il y a la nécessité de revenir vers le groupe pour pouvoir comprendre. Et après, il y a le choix du groupe. Et je viens de l'expliquer. Voilà. Et à partir de là commence une aventure très particulière qui est cette espèce de ce que j'appelle un non-lieu, le lieu où le cinéma se déploie, c'est-à-dire on commence demain, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde est partant. Si on dit à quelqu'un on fait un film demain, la plupart des gens seront partants, mais comment on fait le lendemain ? Comment on s'installe ? Comment on détermine un lieu ? Quel est l'atelier dans lequel on travaille, quelque part ? Oui, cette notion d'atelier, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça a à voir aussi avec cette idée de la scène, enfin, et de la confrontation, c'est-à-dire de ce qui s'invente pendant le tournage, ou en tout cas pendant la préparation du tournage, mais qui ne peut pas s'anticiper vraiment. On peut anticiper, on anticipe surtout par la négative, c'est-à-dire par l'impossibilité d'avoir quelque chose de vaste. Et effectivement, le travail avec un petit groupe, en l'occurrence la maison de Ron principalement, était le lieu idéal, quelque part, où lui organise bien sûr des sessions de discussion de travail parmi d'autres, et le lieu idéal et devient en soi l'atelier de travail. Et je pense que là, on en vient à la question du rapport qu'on a, puisque faire face aux gens est quelque chose qui est ontologique avec la caméra, faire face à la personne, faire face même au paysage peut-être d'une certaine manière, mais faire face aux gens, quelque part, si on détermine l'espace d'action des protagonistes comme un atelier de travail, très vite la relation de la personne ou du groupe observé à la caméra se transforme en deux entités de travail qui sont côte à côte. Et ça, je pense que Thomas Fourel peut en attester, que c'est ce qui est à l'œuvre et qui fait que la parole se libère et devient quelque part naturelle parce que on partage un lieu de travail. Voilà. Mais aussi des finalités, parce que quand tu dis la parole se libère, en fait, c'est un cinéma où il n'y a jamais d'entretien. Donc c'est pas la parole que tu suscites. C'est la parole qui émerge dans le dispositif thérapeutique, ou en tout cas dans les expériences qui sont menées et qui rend possible la convergence d'une recherche de forme de ton côté qui va alimenter finalement, dans ce film-là, de façon particulièrement forte, leur propre travail. Bien sûr, sauf que l'aspect thérapeutique n'a pas lieu d'être. Ouais. Même, ils ne le formulent pas comme ça. Ils ne le formulent pas comme ça, mais je pense qu'il faut aussi voir concrètement ce qu'il fait. Il y a cette petite scène avec les petits cailloux qu'il dispose sur une table. Et effectivement, avant, on a Jim qui se montre comme magicien, tout comme on a Chris qui se montre comme un conférencier expert qui vient éclairer des travailleurs sociaux sur ce que peuvent être des personnes dans l'isolement. Et on a Ron qui place ses petites pierres. Donc Ron se pose dans quelqu'un qui matérialise les choses et qui n'est pas dans un registre thérapeutique. Il est dans un registre dialectique, surtout, avant tout. Et c'est ça qui, d'après moi, permet le film de se déployer, c'est-à-dire la capacité dialectique qui permet la multiplication des propos et qui impose de ne pas poser de cadre. Justement, c'est ce que le film nous dit. Je crois dans le développement, je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, que c'est les personnes qui choisissent les thèmes qu'ils vont aborder. La question de la culpabilité, par exemple, arrive à un moment comme aurait pu arriver n'importe quelle autre question. Voilà.
Mais donc là, sur la question de la convergence vraiment entre ce que le cinéma apporte, c'est-à-dire, alors concrètement, la visualisation des voix dans l'espace, comment on va les rendre perceptibles, comment on va pouvoir dialoguer avec elles, et puis donc ton travail, le travail de Thomas, comment ça s'est organisé Alors là aussi, il y a une grande partie de déploiement dans le film lui-même, c'est-à-dire que la relation, le film n'est pas chronologique dans sa construction. Je pense que on se doute un peu que je n'ai pas que les scènes du début, la convergence de Jim, de Chris, de Ron se fabriquent quelque part à un moment du film et non pas en début. Voilà. On est donc dans une modalité un peu de fiction quelque part dans la construction du film, mais surtout il y a quelque chose de très particulier avec Ron, c'est que quelque part lui nous donne à voir certains discours. Littéralement, il donne à voir aux personnes ce que les personnes n'arrivent pas à comprendre. Même pas comprendre d'où vient un brouhaha, qu'est-ce qu'on a derrière la vision, quelque part. Ce qui fait qu'on voit évidemment beaucoup de personnes parler seules ou qui semblent en perte, entre guillemets, de relation avec le réel, la réalité. Mais en même temps, c'est parce que c'est quelque chose de très simple. C'est simplement le matraquage permanent d'un bruit qui fait que les personnes vont se dire tout simplement je ne peux plus avoir de relation intime avec ma femme parce qu'il y a toutes mes voix qui m'observent, des choses comme ça. Donc il y a une obsession et une non-compréhension de ce que j'ai pu en voir, en tout cas, des personnes par rapport au phénomène. C'est-à-dire que je pense qu'on a vu, Thomas se rappelle, d'un jeune garçon roumain qui est venu vers Thomas et qui lui a dit tu ressembles à Jésus, et puis qui lui a parlé de son exorcisme qu'il venait de mener en Roumanie. En même temps, on rencontre des personnes qui ont des profils très très particuliers. Là, je me suis un peu égaré. Je sais plus. Oui, c'est pas grave. La question effectivement du travail, comment le travail converge pour rendre visible, pour rendre perceptible ces voix. Et... Donc faut comprendre qu'une personne qui entend Merlin en chanteur, ça peut paraître absurde, ou une personne qui voit dans sa mère une araignée et qui doit absolument la tuer, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible et que Ron, parmi d'autres, parce qu'il n'est pas le premier à le faire, va utiliser tout simplement pour que la personne voit ce qu'elle a du mal à entendre. Voilà. Donc on part sur ce principe-là, tout simplement, qui est que, en gros, Ron a une pratique de mise en forme des choses, plus que thérapeutique. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que le mot thérapeutique bannit. C'est le propre d'un film comme celui-là, c'est de remettre tous les mots à un autre endroit, de redistribuer la perception qu'on a des choses et donc le vocabulaire. Par exemple, sur la question vraiment du travail avec chacun d'entre eux, il y a une scène qui moi me touche particulièrement, c'est celle où Chris rentre chez lui. Et là, on est vraiment à la fois dans cette idée de la scène, c'est-à-dire déploiement de quelque chose qui est à la fois performatif, qui est à la fois mise en scène, qui met en œuvre cette notion dont tu parles de l'atelier, c'est-à-dire d'un espace qui est partagé par l'équipe de cinéma et la personne, et qui matérialise d'une façon incroyable ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire cette conversation qu'il est obligé d'avoir avec ses voix. La façon dont il cherche à les matérialiser pour pouvoir négocier en quelque sorte une vie vivable au quotidien et dans chaque moment de sa vie. Et voilà, à la fois cette maîtrise qu'il a finalement, cette expertise qu'il a de lui-même, et comment le cinéma, avec cette image de lui-même qui apparaît dans la vitre, va accompagner pour nous ce moment-là de façon magistrale, quoi. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, par exemple? En fait, Chris, par exemple, la scène de son contre-champ, puisque finalement la scène marche à partir de la notion du contre-champ littéral, et c'est-à-dire
lui et son reflet. Donc champ contre champ, mais c'est surtout que, quelque part, si on prend le déploiement de ce que nous dit Chris, qui est, je trouve, magnifique, quand il dit « j'ai dû négocier ce matin avec mes voix pour que seulement 2 viennent avec moi et que les autres restent à la maison », je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait prêter à une forme d'absurdité, mais en même temps qui va prendre au pied de la lettre. Et finalement, cette question de ces voix dans le cadre domestique s'impose aussi par son verbe, par la manière dont il a de l'expliquer à des travailleurs sociaux, de dire « j'ai laissé 2 voix », il nous dit que ces voix ne sont pas simplement dans sa tête, mais dans son espace domestique. À partir de là, c'est vrai que à partir des expériences qu'il avait faites de Sculpting Voice avec Ron, on a décidé effectivement de reprendre cette chose-là. Sur la question du reflet. Pour une raison très simple, après c'est une question de construction de scène justement, c'est-à-dire que Ron s'adresse à une assemblée de personnes qui l'écoutent, et en même temps, quand lui se regarde dans la vitre, avec en arrière-plan la ville, quelque part, toutes ces voix sont contenues dans cet arrière-plan. Et le brouhaha de la ville contient en même temps toutes ces voix. Donc en s'adressant à lui-même, il s'adresse à ces voix. Chose qui préfigure quelque part de la scène finale développée avec Ron, qui est le cœur des voix. Voilà. Le cœur des voix, qui est un autre endroit où on va pouvoir discuter de comment vous y êtes pris et comment c'est venu répondre aussi à un besoin spécifique de Ron dont tu m'as parlé. Mais peut-être, est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le film ? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir là ? Non ? Oui ? Dans la scène où il se regarde dans le reflet, ça vient de lui, ou est-ce que ça vient de... Ce ne sont pas des patients. Enfin, non, pas des patients, mais les personnages du film. Ça vient d'un accord commun de travail, justement. C'est là que j'en reviens sur cette question d'atelier, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Tout comme Ron va proposer des Sculpting Voice, des sculptures vivantes, tout comme d'autres vont travailler avec des marionnettes ou des choses comme ça. Il y a des forces de proposition qu'on peut se permettre, que les personnes peuvent admettre, sur lesquelles elles peuvent consentir d'une manière relativement, pourquoi pas, mais aussi qui peuvent être, dans le cas de Chris, il disait, c'est un exercice nouveau, ça me fait voir mes voix différemment. Donc je ne veux pas me prévaloir d'avoir eu un effet bénéfique sur Chris. En l'occurrence, on n'a pas eu d'effet négatif, d'après moi, d'après ce que j'ai pu en savoir. Voilà. On peut penser quand même que ça va dans le même sens que le travail qui est fait par le groupe, que les expériences qu'ils mènent eux-mêmes sont aussi... Oui, et puis en même temps, c'est aussi la possibilité de commencer à pouvoir intégrer des notions qui sont des notions de cinéma. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est que la personne prenne conscience que le cinéma est à l'œuvre et qu'on est en train de le construire. C'est ce qui fait que le film se déploie aussi selon des modalités aussi technologiques qui, quelque part, étaient préfigurées avec Julia et ses micros, quelque part. Oui, il y a une autre question, même deux. C'est quoi votre... Déjà, merci pour le film. C'est quoi votre niveau de familiarité avec ce genre de phénomène ? Je ne sais pas si on peut dire psychiatrique, mais comment est-ce que vous êtes préparé ? Comment est-ce que vous avez étudié la chose ou... Je ne sais pas, quand moi je dis toujours cette chose très simple, quand on va chez quelqu'un, on ne se prépare pas, ça relève d'une forme de politesse élémentaire et je ne pense pas qu'on ait un devoir de se préparer particulièrement d'une manière psychologique ou autre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire ou ce que vous entendez par se préparer, mais moi je trouve qu'à un moment, si c'est au pied de la lettre, les personnes n'ont pas à avoir une forme de prudence sur des supposées prudences que je devrais, moi, appliquer aux personnes
qui seraient des préjugés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est très simple, hein, c'est dire je vais faire un film, vous entendez des voix, ça m'intéresse parce que c'est un challenge aussi cinématographique et j'aimerais aussi connaître le phénomène. C'est des choses qui sont très simples. On l'a dans Fait digne, où finalement des jeunes voient des fantômes et le fait de filmer des jeunes qui voient des fantômes est aussi une opportunité, a été aussi une opportunité pour moi à un moment donné de me dire putain, j'aurais peut-être la chance de voir des fantômes. Oui. Et que cette convergence, elle est finalement naturelle et qu'on n'a pas à se préparer plus devant des entendeurs de voix on devrait se préparer devant que quand on rentre dans un repas chez des copains ou chez des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, c'est pas une préoccupation personnelle, c'est la rencontre de préoccupations artistiques qui sont là dans ton travail et avec des phénomènes qui vont alimenter, enfin permettre de travailler ensemble. C'est un parti pris éthique aussi de ne pas, stigmatiser la personne en présupposant de comment la personne doit être traitée. Moi, je veux dire, tout le long, les personnes, elles sont dans un monde civil, elles ne sont pas à l'hôpital. Je n'ai pas du tout à avoir une prudence qui différerait des différentes personnes que j'ai pu filmer. Et les débuts de film, souvent, on arrive. Les débuts de film, souvent, préparent le spectateur à ça, hein, dans cette idée que il y a une suspension, quoi, du registre de la compréhension. C'est-à-dire, là, voilà, on entend des voix dans le paysage au début du film et on ne sait pas. Voilà. Par exemple, cette scène-là, elle est purement fonctionnelle entre guillemets, mais elle n'est pas ostentatoire, c'est-à-dire que finalement, ce que j'essaye de faire et ce qu'on a essayé avec Thomas, avec cette anecdote dont Thomas est très fier, pour la première fois de sa vie, il a équipé un chien d'un micro HF. Je savais que ça plairait. Et en fait, oui, si on regarde bien le film, qu'est-ce qu'on entend ? On voit une espèce d'anomalie entre le son et l'image, ce qui finalement, je ne sais pas si ça opère ou pas, mais dans ma construction du film, je pense cette scène comme ça. Je pense un paysage et des voix qui sont dans une forme de non-cohérence avec ce qu'on a sous les yeux. Donc, on est déjà dans des voix qui sont anarchiques, qui se retrouvent à la fin dans le cœur des voix, qui est une forme construite. Oui. Oui, bonsoir. Moi, cette scène m'a transpercé la première fois que je l'ai vue. C'était il y a 2-3 ans. Et en fait, il y a quelque chose de puissamment cinématographique. C'est que avant de voir cette scène, je ne croyais pas à les personnes qui entendaient des voix. Et je me suis mis à les croire grâce à cette scène. Et c'est d'autant plus fou qu'en fait, dans ma famille, il y en a un certain nombre de personnes qui entendent des voix. Et donc, ça m'a quelque part réconcilié avec eux. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que, je veux dire, je n'y crois pas au cinéma, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une espèce de double négation, en fait, de moins par moins qui finit par accoucher de plus. Parce que l'illusion du cinéma, je n'y crois pas. Et là, je suis en face de quelque chose qui est puissamment cinématographique, qui est effectivement dans le langage du chant, du contre-chant, et tout d'un coup, j'y crois. Et ça, je veux dire, il y a un autre exemple, dans Quelle folie de Diego Governatore, le protagoniste principal, à un moment, fait écouter le bruit du moteur qui l'obsède, qui l'empêche, et on se dit, c'est juste le bruit d'un moteur, mais lui, il l'entend très, très différemment. Et tout d'un coup, il se met à comment dirais-je, à dire, à éructer ce moment. Il dit, mais si, tu regardes, c'est une phase, c'est un côté là, t'es pas là. Et là, on entend ce qu'il entend superposé. Et ça, c'est puissamment cinématographique. Et vous n'imaginez pas le service que vous m'avez rendu, et aussi Diego Governatore, dans ma vie, pour comprendre mon entourage. Écoutez, merci. Ce que vous dites confirme un peu ce que je crois. Me conforte dans l'idée que je ne suis pas passé à côté de ce que j'ai essayé de travailler dans le film. Ça vraiment, vous ne l'imaginez pas. C'est quelque chose, tout d'un coup, je le regardais en ligne,
j'ai arrêté, je dis non, c'est pas possible. Enfin, je n'étais pas dans une relation comme là, quand on voit le film. J'ai arrêté, je dis non, c'est pas possible. Enfin, il y a eu une hésitation. Je l'ai regardé comme jamais on regarde un film, c'est-à-dire en revenant en arrière, comme si c'était quelque chose que je n'avais pas vu, pas entendu, enfin, pas compris, et donc pas cru. Oui. Voilà. Merci pour... Je t'en prie. Oui, une question là. Merci. Je me demandais, c'est pas très en lien avec ce qu'on a parlé déjà, mais je me demandais par rapport à ces travaux d'expérimentation, de mise en forme, et je voudrais savoir comment est-ce que vous aviez réfléchi à votre présence et comment la manifester ou pas, ou comment vos réflexions autour de ça. Ma présence, elle est simple. Je crois que je pense qu'on voit dans les films que je fais, mais pas tous. Si on prend Zone Ouest, évidemment, la présence est plus agitée, mais sur un film comme ça, les plans paraissent très, très posés, finalement très calmes, avec une forme de douceur. Mais aussi, il y a un énorme travail dynamique. C'est-à-dire que pour faire du découpage en direct et non pas préparé, c'est-à-dire rentrer dans une conversation, rentrer dans le fil du temps qui passe avec des événements, des choses qui se disent, et de prendre en compte la question du découpage, ça devient l'obsession du moment. Ça devient l'obsession de ce que j'appelle, ce que Caroline disait, c'est-à-dire la question de la scène qui est prédominante, qui va jusqu'à ce que parfois je n'entends plus vraiment les conversations, mais je n'entends que les silences qui vont me donner 2 ou 3 secondes où je sais que, par exemple, on savait que Karen bégayait, Karen, la femme de Ron, a un léger bégaiement. Et Thomas et moi, qui travaillons ensemble, savions que quand Karen prenait la parole, on avait une dizaine de secondes pour changer d'axe. Donc, l'appréhension, elle passe par la compréhension d'une dynamique de groupe. C'est à peu près la même question que les voix, mais je veux pas être outrancier dans ce que je dis, mais c'est comment, si vous allez dans une salle de sport, vous allez être dépassé immédiatement par la dynamique, par l'anarchie supposée du réel qui se passe devant nos yeux, avec une caméra. Et puis, si vous y retournez, vous verrez que telle personne se déplace de telle manière, que tel geste se refait, et vous arrivez à décomposer. C'est pour ça que je travaille au niveau de la scène, et de la scène sur plusieurs heures, quelque part. Parce que pendant plusieurs heures, on a le temps de comprendre où est-ce qu'il y a notre champ d'action. Et je pense que c'est une des choses qui, pour moi, est la plus importante. C'est comment être auteur, c'est essayer de se mettre en retrait. Et c'est de se dire que la place de l'auteur, elle est extrêmement ténue dans un film. Et la place de l'artiste, encore plus ténue, pardon. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci beaucoup. Il y a effectivement quelque chose de très, très important dans cette idée de la scène et de la façon dont tu parles du travail qui est à l'œuvre, c'est que, enfin, ce qui me semble aussi politique, c'est le travail d'observation, mais pas le travail d'observation juste regarder, et la façon dont le cinéma permet d'observer des choses qui sont mises en scène dans le réel, et comment le cinéma va accompagner, rehausser, transcender ou donner un sens, un autre sens, y compris pour la personne qui fait en étant filmée. Et c'est aussi ça, je pense, ça rejoint ce que disait monsieur. Je pense qu'il y a quelque chose de... le cinéma vient se conjuguer avec cette mise en scène de la vie quotidienne, oui. Et l'amplifier. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'observation, qui est une forme qui est habituellement assez peu estimée sur le plan des caractéristiques esthétiques, artistiques du cinéma documentaire, mais qui là vraiment prend une forme, une dimension politique, et surtout qui n'est pas... qui ostensiblement accompagne.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de performatif vraiment, et quelque chose de chorégraphique même, et puis il y a quelque chose qui libère la personne filmée, qui la porte aussi, enfin selon les moments, et il y a quelque chose d'un dialogue avec le cinéma qui s'entreprend dans le moment filmé. Donc, et c'est là que tu parles de découpage, c'est-à-dire que ça induit une façon de monter les films, parce que ces scènes-là, ça constitue des blocs dont tu m'as dit que ça marche ou ça marche pas, c'est-à-dire que voilà, soit elle reste pas, et le montage se fait dans le moment, et ensuite il va venir travailler avec d'autres moments. Oui, on est dans des régimes de tournage qui sont proches de la fiction, où le découpage est quelque part préfigure le montage. Voilà. La scène de Debbie, par exemple, est éloquente en termes performatifs, c'est-à-dire quand Ron donne cet exercice d'écrire son dialogue avec sa voix, ce passage-là, à un moment donné, dès que ça se met en route, on a conscience que la scène va se déployer. Et à partir de ce moment-là, moi, dans ce cas-là, j'ai plus le droit à l'erreur, et Thomas non plus. Et jusqu'où on va pouvoir tenir le coup, et quand est-ce que la scène va nous dire qu'elle est finie. Et là, c'est très éloquent, parce que ça se termine par finalement quelque chose qui nous révèle énormément de choses sur les personnes qui travaillent, c'est-à-dire à la fois le caractère éminemment sérieux de ces phénomènes, mais en même temps, et là on en arrive à la question d'autoreprésentation, quand Debbie conclut, après que tout le monde ait remercié Mélanie et Debbie regarde un peu du côté droit ou du côté gauche de son cerveau, écoute Mélanie, et puis elle dit she's saying fuck you. Mais elle le dit avec une certaine satisfaction aussi de le dire à Ron et Karen. Vous voyez, ça veut dire que quelque part, c'est ce que j'ai aimé aussi, ce qu'on a aimé dans ce tournage, c'est que Ron et tous les gens qui étaient autour avaient une forme de rapport aussi à la comédie en même temps. Voilà. Oui, on sourit dans ces moments-là, et à la fin, on comprend qu'en fait, elle a quand même le dernier mot sur cette tentative de contrôle ou de sa voix, enfin de son double, etc. Et on voit bien dans son regard, là, il y a une complexité, et quelque chose de très très fort, parce qu'on a suivi tout le processus. On peut voir ça. Mais cinématographiquement, c'est extrêmement troublant, et c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comment un dialogue va se transformer en scène. Et comment une quatrième, cinquième personne va apparaître dans la scène. Comment Mélanie va finalement s'incarner. Ça, c'est là que le caractère performatif du découpage se met le plus en place. Voilà. Et l'idée de l'atelier que tu formules à ce moment-là, c'est-à-dire du travail des uns et des autres dans un même espace, est assez belle pour visualiser ce qui est à l'œuvre. Là, est-ce que tu peux préciser, puis après on va en arriver au cœur de voix, comment ça s'est construit et pourquoi. Moi, j'avais pas compris du premier coup le dispositif sonore, donc peut-être c'est Thomas qui peut parler, qui est proposé à Debbie Mélanie pendant cette scène. Est-ce que tu veux en parler, Thomas, ou tu veux que je le fasse Donc, il s'agit du casque. C'est en fait le Debbie Debbie au moment de la scène, Ron, dans la scène qui précède, lui évoque le fait de lui placer des micros. Et c'est une des premières choses que Ron nous a proposé de manière spontanée. Il nous a proposé que la première fois qu'on y aille, on apporte des capteurs piézoélectriques, donc des micros piézoélectriques, des micros contact, parce qu'il avait, lui, une envie d'un champ d'expérimentation de ce côté-là. Donc, on y a répondu de cette manière-là en étant, on va dire, ouvert à sa proposition et en se disant, sur ce moment-là, lui, il pense que c'est une bonne idée, on va y aller, on va poser ces micros-là sur Debbie si elle accepte. Et voilà. Et donc, du coup, elle se retrouve avec le casque pour pouvoir entendre le son de ce micro-là, pour
essayer de déterminer elle-même s'il y a quelque chose qui serait issu de cette captation-là, qui aurait une... c'est le mot anglais qui me vient, mais c'est relevant, qui aurait un sens par rapport à ce qu'elle entend, elle, de son côté aussi. Alors après, là, je raconte toute une série de choses qui ne sont pas gardées au montage et qui, du coup, sont raccourcies dans la scène qui précède et dont on n'a pas conscience, du coup, puisque ce qui se joue vraiment dans la scène entre Debbie et Mélanie, tout passe par les silences, en fait, d'interlocution et plus du tout par cet outil-là. Il en reste la représentation physique de son casque sur les oreilles, c'est tout. Ça. Et donc, dans le contrat, elle dit qu'elle est seule à entendre ce que le micro saisit. J'ai souvenir qu'on lui a proposé, en fait, qu'on lui a demandé ce qu'elle souhaitait et qu'elle a dit qu'elle aimerait bien entendre elle-même seulement ce qui est... Non ? Oui, voilà. Tu peux peut-être rester parce qu'on va parler du chœur de voix, donc de ce qui se construit à partir de... Mais peut-être qu'on peut parler déjà de la question justement de comment le détail dans le documentaire devient un nœud à résoudre. En l'occurrence, le casque de Debbie et le fait que Ron dise tu seras la seule à entendre. Ce qui fait qu'il nous met visuellement, il nous impose de faire une scène où il n'est pas possible d'en connaître le contenu. Mais ce qui fait qu'on en arrive là à la question scénaristique de pourquoi le casque et pourquoi ces dispositifs et comment on va compenser ce qu'on ne peut pas entendre chez Debbie par d'autres biais qui sont largement plus complexes, je dirais, que ce que Ron a fait, c'est-à-dire placer des piezo et puis essayer d'entendre le corps la voix d'une manière biologique. Je ne sais pas si je me trompe. Qui est qu'à partir du moment où il y a une question justement qui a été posée de la question de la présence de ce casque, elle est à résoudre. Et si elle n'est pas à résoudre, si on ne peut pas la résoudre dans la scène, il faudra qu'elle soit résolue ailleurs. Sinon, ça reste une forme d'interrogation comme ça. Je continue. Il se trouve que là, on rentre vraiment dans le cœur du film, je crois, la partie la plus incarnée, littéralement, qui est la moins visible, en fait. C'est-à-dire que pendant le tournage, on en entend des bribes quelque part dans la conversation qu'il a avec Karen dans leur summer camp. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une conversation de couple qu'on a filmée, qui parlait de la question d'une forme de mise en garde que Ron faisait à Karen lorsqu'il découvrirait la nature des voix qu'il avait gardées secrètes pour lui jusqu'à présent. Est-ce que vous l'avez cerné, cette chose-là ? Oui. Voilà. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait. Parce que c'est peut-être ce qui, à un moment donné, fait que le film se construit et se clôt de la manière d'une manière sans cynisme, mais totalement inespérée et désespérée en même temps. C'est que Ron, pendant le tournage, a appris qu'il était atteint de démence. C'est-à-dire que finalement, il a été diagnostiqué pendant le tournage, pendant les 2 ans de tournage, qu'il commençait à perdre la mémoire immédiate. Donc ça veut dire ce qu'on appelle généralement les Alzheimer et toutes ces choses-là qui font que la personne perd sa conscience dans le présent. Et finalement, Ron, qui est un grand expérimentateur, a mis tout de suite en place cette chose de mettre dans sa propre disparition dans la réflexion et dans l'expérimentation. Pour ça, on en vient à la scène initiale et au cœur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a eu cette théorie qui est que les voix naissent chez les jeunes, vers la vingtaine en général, que c'est plutôt chez les jeunes personnes que les voix apparaissent, et les voix, quelque part, sont contenues dans la mémoire ancienne. Et la maladie de Ron, on lui décrivait, telle qu'elle lui a été décrite, était qu'il allait
commençait à perdre le rapport de sa conscience immédiate, c'est-à-dire être, comme il le dit, être dans la cuisine et oublier qu'on a allumé le four. Donc, il a eu cette théorie de dire, puisque j'ai 6 ou 7 voix, que moi, je vais perdre ma conscience et que je vais perdre mon rapport avec mes enfants et ma femme, je vais déléguer un morceau de ma biographie à chaque voix, de manière à ce que, quand je n'aurai plus conscience de moi-même, ma famille pourra avoir un contact fragmenté avec les différents personnes qui le composent. Donc, quelque part, il allait se fractionner dans ses voix. Ce qui est, d'après moi, la plus belle chose du film et la plus terrifiante et la plus, quelque part, je dirais la plus politique, c'est quelque part, c'est un film qui parle de lutte tout le temps. Ron a lutté toute sa vie contre les abus de la psychiatrie jusqu'à maintenant être extrêmement abîmé. Il a lutté politiquement, éthiquement contre la psychiatrie sur des questions politiques de fond. Il a lutté contre ses propres voix. D'où peut-être aussi le titre, qui, je pense, vous l'avez compris, est un titre anglophone, donc qui renvoie à la question de la dispute, de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'argumentation, mais plutôt de la... Comment traduire ça, Thomas ? Oui, la dispute. La dispute, ouais, voilà. Donc, on est dans ce registre-là. Donc, il a passé sa vie à lutter contre ses propres voix, à lutter dans la société pour faire admettre la question de l'entente de voix, pour faire admettre cesser la discrimination et les abus et les stigmatisations de la psychiatrie. Et finalement, il en arrive à devoir baisser les armes et à rendre les armes et à s'en remettre à ses propres voix. C'est vertigineux. Ce qui est vertigineux. Et ce qui fait qu'à un moment donné, là, ce propre point biographique rejoint la construction qui avait déjà été mise en œuvre par Thomas avec les Piezo, qui est que Ron a décidé quelque part de se servir du dispositif cinéma pour commencer à présenter les voix à sa famille. Donc la première scène. Et alors pour ça, peut-être Thomas pourra en parler mieux, mais Ron était avide d'avoir des dispositifs sonores à sa disposition, à expérimenter. Et Thomas lui a proposé lui a amené un logiciel, je pense que tu peux en dire 2 mots. Et il y a le fils qui entre en jeu, le jeune fils qui va être... partie prenante de l'aventure. Le fils est formé par l'ingénieur du son du film au cours du tournage. C'est ça qui est chouette. Et en gros, le dispositif qu'on lui apporte, c'est un dispositif qui permet une localisation spatiale, une localisation binaurale dans un casque, donc de pouvoir entendre des voix à minima à 360 degrés autour de lui. Et donc de pouvoir placer, avec le simple outil du casque, une voix dans l'espace. Dans un espace du coup interne, qui est quelque chose dont il avait lui, même si le binaural c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, mais qui est quelque chose qu'il n'avait pas utilisé pour ses expérimentations à lui, et qui en plus nécessitait une certaine infrastructure technique effectivement, parce qu'il fallait du coup monter une série de voix, et puis une fois qu'on avait monté une série de voix, les placer. Ce qui est le travail qu'a fait du coup Rory avec le texte qu'avait écrit Ron. Donc après, le travail, on le voit dans la scène de montage à la fin du film, puisqu'ils discutent même entre eux du placement de la voix. En fait, il y a un très léger insert où on comprend qu'en fait, Ron rectifie un placement de voix pour dire non, celui-là, il est plutôt un peu ici, en fait. Et le cœur de voix est placé tel que... Enfin, on n'a rien changé au placement des voix, en fait. Les voix de la fin sont placées comme si la tête de Ron était au centre de la salle, en gros. Voilà. Et donc, il y a cette spatialisation à la fin qui produit un effet incroyable, qui nous place à un endroit dans la salle. Qui est aussi une des seules... le film utilise extrêmement peu le fait que dans une salle il y a des enceintes partout, et le cinéma d'Olivier l'utilise extrêmement peu de manière générale. C'est un cinéma quasiment monophonique les 3/4 du temps, un tout petit peu élargi derrière l'écran, et c'était une des rares occasions où
le dispositif d'une salle de cinéma, enfin la salle de cinéma pouvait s'utiliser de cette manière-là, en fait. Enfin, c'est une sorte de retournement à ce moment-là, une permutation de notre point d'écoute, quoi, de cette manière-là. Merci, c'est fascinant. Est-ce que vous avez là, à ce stade des questions ? Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous pouviez développer un peu sur la question du découpage en direct, ou si vous aviez d'autres choses à dire à ce propos, parce que j'ai trouvé ça très marquant dans le film, comment le film, qui est donc assez découpé, permet vraiment une dialectique entre toutes les personnes que vous filmez, et même avec cette personne seule que vous filmez en chant, contre-chant. Voilà, très concrètement, en fait, comment vous y êtes pris sur le tournage ? Concrètement, on travaille à deux. Donc, Thomas est quelque part celui qui va s'assigner à mon cadre. Et c'est une question de gymnastique, quelque part d'une forme, je ne veux pas dire de voltige, mais de se dire, voilà, on a 3 secondes pour passer d'un endroit à un autre, pour faire un contre-champ, pour placer la caméra ailleurs, pour prendre les 10 kilos de la caméra et les déplacer, et que ce moment soit invisible. C'est-à-dire qu'on évite le côté caméra à l'épaule. Moi, j'évite. Le plus possible, j'essaye de travailler sur pied parce que, effectivement, je n'ai pas à me montrer, à montrer mon corps agir dans le film. J'essaye de m'effacer. C'est pas moi qui suis important. Donc, le découpage devient important. Et le découpage devient important dans un sens qui résonne, je pense, pour vous, qui est le montage invisible, qui est un montage qui n'est pas fait pour être ostentatoire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on travaille. Après, la question du montage se déploie à la question scénaristique, mais plutôt structurelle que scénaristique. Structurelle dans le sens où, effectivement, comment un casque qu'on ne peut pas entendre devient un objet cinématographique à résoudre. Chose qui parcourt la plupart des films que j'ai faits, où la question de la résolution de l'inattendu fait partie de la nature même de la construction du film. J'en reviens justement sur ces 2 étapes que sont le casque de débit, qui est la question du son, et l'image de Chris dans la vitre, où finalement le dispositif cinématographique, à un moment donné, on vient en intersection avec Ron, Karen et sa biographie. C'est-à-dire que la compréhension qu'il a du découpage l'amène aussi à une certaine forme de compréhension de sa propre mise en scène sonore avec son fils. Et donc, quelque part, il prend le relais à ce moment-là. Et là, ça devient un travail commun, quelque part. Voilà, avec cette chose que moi je trouve magnifique, qui est que effectivement, pour parler à quelqu'un qui était au fond de la salle tout à l'heure, sur les présuppositions de comment on doit voir une personne, moi je trouve que Ron a un très fort sens de la comédie. Son cri à la fin, il a été interprété comme un cri de douleur, ce qui est vrai effectivement, mais c'est aussi un cri de comédie quelque part, moi je trouve, parce que Ron est quelqu'un qui rigolait énormément, qui a une capacité à dire les choses qui pourraient paraître les plus incongrues, comme pourquoi vous divorcez pas, entre Mélanie et Debbie, qui fait que c'est ça qui permet le cinéma, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une relation extrêmement simple aux choses. Ce qui permet d'aller plus loin, c'est-à-dire que si on regarde bien la structure du film, excusez-moi si je vous ennuie peut-être avec cette question structurelle, mais ce qu'on voit aussi, et là j'en reviens peut-être à Intervoice au début, c'est-à-dire mouvement international polymorphe qui se reformule à chaque débat, lorsque Ron et Karen tournent le dos à la Mad Pride, donc à tout ce summer camp qu'ils avaient organisé, pour parler entre eux de leur relation de couple qui intègre les voix. On a quelqu'un qui s'appelle Paul Becker, qui est une autre personnalité,
et qui vient s'emparer de la blague sur les Indiens, de cette femme qui parle « Est-ce que toi, t'es un Sioux ?» Voilà. Et Paul Baker, qui est une figure un peu aussi assez importante du mouvement, prend le relais de la même manière, structurellement, que Ron l'a fait quand il s'est emparé du tour de magie de Jim. Voilà, Jim fait un tour de magie, c'est du divertissement. Quelque part, ça préfigure quelque chose, c'est-à-dire que l'illusionnisme de la réalité est inversé, puisque lui inverse notre relation au réel et manie le réel des gens. Et Ron va s'emparer de ça pour déployer une relation justement sur la fiction. Vous voyez ? Donc finalement, Ron, en prenant les choses au pied de la lettre, nous éclaire sur des choses qui sont sous-jacentes, sous-tendues. Et de la même manière, Paul Baker, à un moment donné, quand Ron décide de tourner le dos au mouvement pour se consacrer à sa propre famille, on voit structurellement quelqu'un de à peu près équivalent à Ron dans sa manière de mettre en débat les choses, qui fait qu'on voit que dans le film apparaît le caractère polymorphe de toute forme qui est énoncée. Donc tout est objet dialectique. Quelle que soit la nature de ce qui est présenté, ça peut être de la question de la magie, de la croyance, du dispositif, de ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est à un moment donné cette énorme force qu'on voit à l'œuvre, je crois, par 2-3 exemples, qui est que d'une simple blague, on va développer une pensée sur la question du registre des maladies mentales, par exemple. Et comment on va le mettre en perspective par rapport à l'histoire. Oui, du coup, il y a vraiment une capacité d'invention permanente qui est inhérente à leur travail, mais enfin à leur mode de vie, et qui va en fait faire en sorte que de questionner ce que la folie a à dire du réel, de la réalité, quoi. Enfin, la folie avec des guillemets ou. Ça, je peux peut-être faire juste un petit aparté parce que j'ai commencé à travailler avant tout, malgré tout, dans des centres expérimentaux qui expérimentaient sur la question de la schizophrénie et de l'image, voilà, dans la région lyonnaise. Et en fait, une des premières, quand j'ai le peu de temps que j'ai abordé le monde psychiatrique, je me souviens avoir eu une conversation avec un infirmier psychiatrique, et je lui ai dit, mais comment tu peux m'expliquer ce qu'est la schizophrénie ou la psychose ? Et en fait, on voit comment c'est une des plus belles choses. Je fais une toute petite marche arrière pour vous dire que ce qui est magnifique chez Intervoice, dans ce mouvement, c'est qu'ils disent on n'est pas dans l'antipsychiatrie. Je reviens là sur la question de la psychiatrie. On n'est pas dans l'antipsychiatrie. On considère la psychiatrie comme une anecdote dont on a besoin parfois, mais on ne va pas lutter contre la psychiatrie. On va s'adresser à la société, et quand la société changera, la psychiatrie suivra, ce qui est extrêmement pertinent politiquement. C'est-à-dire que finalement, l'intelligence collective dépasse le spécifique de la médecine. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Et oui, j'ai un trou. Excusez-moi, j'ai des fois des... oui, alors, donc tu es dans des centres. Oui, voilà. Oui, qu'en fait, cette question, à un moment donné, de ne plus être dans la discrimination, schizophrénie, personne valide, invalide, le paradigme a changé. Cet infirmier me dit, voilà, je vais t'expliquer. Si on prend toutes les personnes, l'humanité, dans une échelle de sa relation au réel de 0 à 100, on est tous dans cette échelle de 0 à 100, mais les personnes psychotiques vont plutôt être proches du 0 et les personnes normales plus proches vont tendre vers le 100. C'est-à-dire que finalement, la discrimination binaire, personne valide, invalide, se transforme par quelque chose qui est tout aussi douteux, qui est la hiérarchisation, sa compréhension du réel. Et quand on voit effectivement qu'il n'y a aucun tabou dans la manière dont on aborde le débat, on voit la force de la dialectique plus que la force du sujet ou de la spécialisation.
Et si tu permets, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a ce petit film Les mots de la pluie, il y a plusieurs courts-métrages qui sont visibles dans une autre séance dont j'ai pas la date en tête, mais dans les prochains jours. Les mots de la pluie, c'est Serge Trécy, je suis pas sûre du nom. Oui, Serge Trécy, moi aussi j'ai des problèmes de mémoire. Serge Trécy qui a un alors, comment on va dire lui, il disait que il vivait, que son mental était un aéroport dans lequel des voix atterrissaient à longueur de journée. Et surtout, il avait cette faculté-là, et il a toujours cette capacité, que les sons ambiants se transforment en voix. Voilà. Et à partir de ça, lui, sa manière de parler de ce phénomène et de se mettre en situation de stand-up. C'est-à-dire, quelque part, créer un spectacle autour de qu'est-ce que c'est que d'entendre une voix. En faisant du Mickey Mouse, par exemple, ou en utilisant la question du son telle qu'elle peut être signifiée au cinéma. Voilà. Donc on est dans des registres comme ça où effectivement les choses sont polymorphes et où rien n'est tabou, quelque part. Voilà. Et il dit, donc pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on ne dit pas aux psychiatres parce que c'est plus fou que fou. Donc c'est déployer, être capable de dire, tu disais, il n'y a pas de tabou, dire ce que même aux psychiatres on ne dit pas. Enfin, et aussi rendre audible l'inaudible, c'est-à-dire faire entendre les mots dans les bruits, faire partager devant une salle de spectacle, à l'occasion d'une conférence ou d'une performance de stand-up, de faire partager cette capacité, ou si c'est une capacité, ou ça peut l'être en tout cas, d'entendre les mots dans les bruits. Et surtout avoir cette capacité vocale de reproduire. De reproduire un son naturel et de le transformer en voix. Qui est une chose assez belle, je trouve. Ouais. Après, l'intégration du personnage dans le film n'était pas possible pour différentes raisons, notamment de langue, tout simplement. Voilà. D'accord. Et puis, donc il y a aussi un film avec Rufus dans cet ensemble-là, qui a écrit. Alors lui, Rufus, c'est la personne qui interagit avec Chris, qui représente Chris dans sa sculpture, dans la sculpture de ses voix. Et là, on voit Rufus qui a écrit un livre, donc lui aussi est devenu spécialiste qui utilise des techniques de marionnette pour pour créer sa propre dialectique entre certains aspects de son mental et l'autre. Voilà, mais je crois que là, on voit à peu près la complexité du mouvement. Je dirais peut-être l'exemple le plus frappant. Je ne vais pas citer la personne. Mais parmi les personnes qui sont présentes dans le film, il y en a une qui a cette chose absolument épouvantable, qui est que elle entend les voix des gens qui sont dans la pièce quand elle tourne le dos. C'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui va vous répondre d'une manière très cordiale, et puis vous allez tourner la tête, et puis la personne va vous traiter de fils de pute ou d'insultes. Donc il y a une confusion permanente de l'appréhension de la réalité de ce qui se passe autour de soi. On retrouve l'expérience initiale de Julia qui t'a donné envie de faire le film là.